De l'esplanade des anciens chantiers navals de Nantes, François Delarosière, directeur artistique de la compagnie La Machine, contemple le chemin parcouru depuis 2005. Cette année-là, avec son complice Pierre Auréfis, il donne naissance aux Machines de Lille. Nantes, c'est le port d'attache choisi par cet ancien élève des Beaux-Arts né à Marseille. Les créations de François Delarosière, parfois monumentales, toujours poétiques, ont transformé la ville et participé à son rayonnement. Et ce n'est pas fini. Également au sommaire de ce numéro d'Artothèque, l'image et le son, pour moi, c'est indissociable. Une instru, ça va être une couleur, même une forme graphique, ça va m'évoquer forcément des images. On se rentre dedans un peu, je tourne autour de ma batterie. Voilà, c'est aussi pour garder le côté frais entre nous qu'on se met en danger. Et tout ça, c'est pas calculé. Je pense qu'on est tous des créateurs, tous les gens qui existent, les enfants, tout le monde, on a tous du talent. C'est juste qu'on ne sait pas comment aller le chercher. Là, il y a ce côté-là, un peu décalé, un peu rigolo, on fait des choses sérieuses, mais sans se prendre au sérieux. Ces oreilles, c'est 5 vaches. C'est 30 mètres carrés en fait de cuir. C'est une vraie voile. Là, on est dans la rue principale, la rue centrale de la Grande Nef. C'est la maison du grand éléphant que vous avez imaginé, que vous avez dessiné, dont vous avez un peu dirigé la construction. Voilà, alors imaginez avec Pierre Auréfis, puisqu'on partage en tant qu'auteur ce projet autour des Machines de Lille de Nantes. En fait, ce bâtiment existait et Alexandre Chemetov a décidé d'en faire ce qu'il appelle un grand parapluie, une sorte de page blanche dans la ville. Et c'est génial parce qu'aujourd'hui, on y fait des manifestations, des concerts, des marchés. On peut passer à 2 h du matin, faire un petit coucou au grand éléphant et continuer sa route. Pourquoi un éléphant? Alors pourquoi un éléphant? Parce que j'avais envie de dessiner un éléphant, puis on cherchait dans les Big Five, en fait, dans les grands animaux mythiques, on cherchait quel animal pourrait accueillir 50 personnes dans son ventre. Voilà. Donc c'est un peu la raison pour laquelle l'éléphant est arrivé. Et après, on a fait la connexion avec la machine à vapeur et éléphant de Jules Verne. On a fait aussi la connexion avec le commerce triangulaire et toutes ces denrées qui arrivaient de l'Afrique. Et cette espèce de folie, découverte du nouveau monde qui a marqué vraiment l'imaginaire de l'ADN de Nantes. Alors, elle est évidemment impressionnante, cette machine, cet éléphant. 50 tonnes. Oui, 50 tonnes réparties sur 3 points. C'est pour ça que là, on a à peu près 22 à 25 tonnes de poussées au sol simplement sur ces roues. Alors aujourd'hui, on ne fabrique plus nos machines comme ça. Pourquoi? On met plus d'essieux pour rentrer dans le gabarit routier tous les 1,50 m. Parce qu'on a eu trop de problèmes de passage sur le pont avec nos machines de spectacle en n'utilisant que 3 roues. Quoi, voilà. Et puis alors, vraiment, le clou, c'est cette magnifique trompe que vous avez voulu comme ça. Hein. Ouais, alors on est d'accord. La trompe, c'était vraiment le défi parce que c'est extrêmement mobile. Effectivement, elle peut barrir, passer au-dessus d'une des défenses. Et elle est segmentée en une douzaine de segments avec ici la nappe hydraulique, tous les tuyaux qui traversent, qui permettent à tous les vérins de mettre en mouvement les mouvements droite, gauche et au bas. Mais ici, on a l'arrivée d'eau qui permet à l'éléphant de cracher. Et cracher de l'eau l'été sur les visiteurs. Et ça s'appelle aux enfants et pas seulement. Hein. Oui, ça amuse un petit peu tout le monde. Et puis surtout, ça rafraîchit quand il fait chaud. Ouais, on va se faire arroser si c'est ce qu'ils nous ont repéré, je pense. Voilà, donc, faut bien faire attention. Quand on regarde la trompe et l'éléphant au sommeil ou à l'arrêt, on imagine qu'il y aura du mouvement. Et là, c'est un petit peu comme les blanches et les noirs dans une partition musicale, ou alors les sons et les silences. C'est un peu comme le noir et le blanc. Voilà, c'est du vide et du plein, donc c'est aussi le langage de la matière, en fait. C'est un symbole pour vous de Nantes? Il a une grosse force évocatrice, l'éléphant. Mais on s'arrange pour que ça ne soit pas un symbole, parce que ce qui fait la qualité de Nantes, c'est la pluralité. En attendant l'arrivée du monumental arbre au héron, le parc de la carrière Misérie se donne des allures de jardin tropical. Petits ponts et plantes gigantesques, chemin pour la promenade. Au fond, le trait vertical d'une cascade imprime le mouvement du temps qui passe.
La vocation de la compagnie La Machine est de construire des objets de spectacle atypiques et de grande dimension. Dirigée par François de Larosière, elle dispose de 2 ateliers, à Nantes et à Tournefeuille, près de Toulouse. Il rassemble de nombreux professionnels du spectacle et des métiers d'art, en passant par l'industrie et les technologies de pointe. La Machine est une compagnie de théâtre de rue. Elle signe des spectacles grand format à l'échelle des villes qu'elle prend pour décor. Long Magic Chain, le cheval dragon en Chine, les mécaniques savantes avec la grande araignée en Angleterre et l'expédition végétale à Nantes ont marqué l'histoire de la compagnie. La Machine intervient aussi de façon pérenne dans l'aménagement urbain. Après les machines de l'île de Nantes, elle a créé les animaux de la place à La Roche-sur-Yon, la halle de la Machine à Toulouse et le dragon de Calais. Là, on est dans l'atelier de la compagnie, c'est le cœur, c'est le poumon, en fait, de la compagnie. Ouais, disons que c'est vraiment l'antre de fabrication, c'est le lieu où naissent les machines. On ouvre la porte le matin, on se retrouve avec une nouvelle bestiole en cours de fabrication. C'est un lieu à la fois merveilleux, mais qui est un lieu d'exigence et de travail, quoi. Alors, il y a des photos ici qui rappellent votre histoire et celle de la compagnie. Ce ne sont pas que des techniciens. Non, non, bien sûr. Moi, j'appelle l'équipe de La Machine des collaborateurs et des collaboratrices. C'est qu'on travaille ensemble sur un projet. Cette photo, elle est très particulière parce que c'est celle qu'a décidé Alexandre Chemetov et à l'époque Laurent Terry, qui était président de la communauté urbaine, de lancer le projet des machines de Lille en se disant il y aura sur l'île de Nantes un lieu de fabrication. Là où on faisait les bateaux, on construira des machines et l'aventure va continuer, quoi. Le résultat, il est là. On ne peut pas ne pas avoir un regard presque affectif sur le géant. Ben, le géant, effectivement, c'est la première grande machine que j'ai dessinée. C'était pour la compagnie royale de luxe. Hein. C'était en 94 ou 96. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un basculement dans ma vie professionnelle, puisque je me suis à ce moment-là rendu compte de l'échelle qu'il fallait utiliser par rapport à la ville, et que le fait de choisir ces matières, le cuir, le bois, et de laisser la mécanique à vue et la manipulation à vue était un langage extrêmement riche qui produisait une émotion incroyable. Et c'est un grand souvenir. Ouais. Dans cet atelier, François de Larosière, des maquettes, c'est quoi ça? C'est un outil de travail? Alors, on se fait plaisir? Ces maquettes sont un outil de travail. Ça, c'est l'hippopotame qui est dans un des bassins de La Roche-sur-Yon. Le sculpteur, à partir de mon dessin, sculpte un objet à une certaine échelle. On utilise un scanner laser pour récupérer en fait une matrice en fait numérique qu'on rentre dans l'ordinateur, et ça permet ensuite de travailler à la fois sur la peau, à la fois sur la structure interne de la machine. Alors, si je vous montre cette photo, j'ai presque envie de vous dire, il n'y a pas une fierté plus pour l'araignée? Parce qu'elle a voyagé. L'araignée, c'était un challenge vraiment particulier. Quand on fait un géant qui a un visage, 2 yeux, un nez, une bouche, qui peut faire un hochement de tête, tout de suite, on sait lire l'émotion et le langage est facile. Avec une araignée, c'est plus difficile parce que l'araignée est repoussante. Là, sur cette photo, on a l'araignée qui arrive dans la nuit à Liverpool, qui est capitale culturelle européenne, en 2008. Et les gens se réveillent avec une araignée accrochée sur un building près de la gare centrale de Liverpool. Et Liverpool est envahi par les araignées géantes. Et puis là, c'est à Reims. Voilà. C'est pas une photomontage. Hein. On inaugure en fait le tramway à Reims qui vient de naître. C'est gratuit pendant tout le week-end. Donc on arrive avec la société qui gère les transports à passer les pattes de l'araignée au-dessus de la rame de tram sans l'avoir répété. Tiens, je vois la maquette de... La structure du manège. La structure du carrousel des mondes marins. Ouais, ça c'est la charpente aussi, que j'ai dessinée et qui a été en partie réalisée par une entreprise de charpente et nous, conjointement. Alors je pense qu'on n'insiste pas suffisamment sur le fait que ces créatures, elles sont connues dans le monde entier. Et par exemple, là je vois le cheval dragon. Alors, il marquait un événement important et diplomatique. Hein. C'était le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Ouais. Et c'est un grand spectacle qui a été créé à Pékin et qui mettait en scène le cheval dragon, figure mythique, figure de la mythologie chinoise, on va dire. Et c'est la première fois que je m'engageais dans des créatures fantastiques, en fait, hein, issues de la mythologie. Et ça a été un succès énorme. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont venues voir le spectacle. Et c'était une belle opération pour la diplomatie française. Est-ce qu'il y a mieux que le regard d'un enfant sur vos œuvres? Ben souvent, dans les films qui retracent nos spectacles, dans les photos, là, c'est Stéphane Muntaner qui a fait cette photo. C'est vrai qu'on lit dans le regard des enfants, des adultes, l'émotion en fait, qu'ils ressentent en voyant nos machines en mouvement. Et c'est absolument magique. Enfin, on a des regards qui sont d'une profondeur, d'une douceur, d'une passion, c'est magnifique. Parce que
Rappeur et DJ, compositeur et graphiste, membre du groupe Hocus Pocus et du collectif de DJ C2C, Vincile est une figure de la scène musicale contemporaine. Sa signature, un usage débridé des sons analogiques et vintage depuis les années 90. Le beatmaker nantais, devenu producteur, se revendique comme un bricoleur du son. Avec Hocus Pocus, on vient souvent à Trampolino, c'est plus pour le côté répétition, pour profiter des locaux, etc. Il y a le côté studio aussi. Basse, batterie, clavier, guitare, c'est un peu la colonne vertébrale de tous les groupes de funk, jazz, soul. C'est un peu les éléments indispensables pour restituer le spectre le plus large possible sur scène. Aujourd'hui, avec Hocus, c'est une belle tournée, on a pas mal de dates, on a les cuivres sur scène avec nous, et c'est ce qui permet aussi de restituer les morceaux tels qu'ils sont sur le disque, voire même d'ajouter une couche. Pour Hocus Pocus, la création, c'est du live, c'est de la répétition, jouer avec les musiciens, etc. En studio, c'est différent, c'est beaucoup d'assemblage. Donc on peut aller prendre une boucle de batterie dans un vieux disque de jazz des années 50, et puis, je sais pas moi, une trompette ailleurs. Enfin, il y a cette notion de sampling qui nous sert de matière à création. Aujourd'hui, je me sens plus à l'aise derrière les machines, en studio, d'être dans la recherche, dans l'invention, dans la création, dans la composition. C'est vraiment ce qui m'épanouit le plus. L'image et le son, pour moi, c'est indissociable. C'est-à-dire qu'une instru, ça va être une couleur, ça va être même une forme graphique, ça va m'évoquer forcément des images. Et en général, je travaille les deux en parallèle. Et le déclic qui fait qu'un projet se concrétise, c'est souvent un logo, c'est souvent une idée de clip, c'est souvent une pochette ou un visuel. Par exemple, le projet Alta a été mis en route à partir du moment où on a trouvé le nom et le visuel qui allait avec, parce que toute l'idée de symétrie, de dualité qui était dans les textes et dans la musique, elle est partie de là. Donc finalement, c'est vraiment pour moi indissociable, les deux. On a toujours pris des biais plus graphiques, on a des clips en dessin animé, on a des clips où on apparaît mais de manière détournée avec de l'animation autour de nous. On essaie de prendre un biais plus artistique et plus créatif, mais c'est peut-être quelque chose qui manque dans la carrière d'Hocus Pocus, c'est des clips où on nous voit jouer en live. Après, pour les pochettes, on a aussi choisi de jamais montrer nos gueules. Ça a toujours été un univers graphique autour de ce profil un peu abstrait et parfois même des formes géométriques. Donc on n'a pas voulu personnaliser trop le groupe, mais plus axé sur la musique avant tout. Ouais. C'est marrant parce que maintenant que je connais le travail d'Orange Blossom, j'ai l'image en fait du groupe avec les machines et je vois presque les musiciens jouer et rentrer. J'arrive à me faire mon petit film sur voilà, comment on pourrait accompagner avec la lumière, avec ces robots machines qui sont sur scène. Parce qu'on a fabriqué de bras mécaniques en fait qui ont en bout de tête des têtes qui sont un petit peu comme une tête chercheuse équipées d'automates. Et ces bras peuvent se mouvoir sur toute la scène.
n'était pas question que les machines prennent le dessus sur le groupe et que la musique dans Rock Blossom, c'est ça qui compte et c'est le groupe qui compte avant tout. Elles sont en retrait. Et en fin de compte, ce qui est super beau, c'est simplement de voir que c'est des machines. Tu vois, c'est un peu le fait qu'on a un instrument. C'est un instrument, quoi. Mais c'est plutôt les artistes qui donnent vie à ça. C'est simple. Du coup, la machine on se transforme on a pour moi un instrument de musique. Et justement, quand il arrive à faire ces mélanges de machines, c'est la vie, la poésie qu'il raconte. Il arrive à les rendre vivants, mais c'est grâce à lui, quoi. Il passe un message dans la machine qui me touche et qui me rend, justement, comme on dit, accompli dans un sens et à réaliser quelque chose. Ce dialogue vous a enrichi aussi? Oui, bien sûr, oui. Moi, je me nourris de ce que veut produire Carlos comme émotion avec la musique, avec les lieux, avec les ambiances, avec le rythme. Les sons, c'est du mouvement aussi, hein. C'est des vides et des pleins. Et donc, à partir de là, moi, je fais des propositions qui vont aller dans le sens ou à contresens. Voilà. C'est un travail qui est nourri d'images, de lieux, d'ambiance. Et enfin, S'il faut que les machines aient une certaine attitude, c'est parce qu'on est dans une ambiance de ville, par exemple, de ville sombre avec du brouillard, ou alors on est dans le désert, ou alors c'est le soleil qui se lève, ou au bord d'une plage. C'est tout ça, en fait, qu'il y a derrière les images de sa musique. Faire coller les mouvements de machine à cette émotion, en fait, qui t'intéresse. Faire en sorte qu'une machine s'approche du violoniste s'il joue, ou de la chanteuse juste pour la suivre et l'éclairer, si on veut quelque chose d'intime, et les autres seront éteints, ou alors on va prendre du recul et faire un faisceau un peu plus fort. Voilà, c'est le langage du mouvement, le langage de la lumière et des sons, quoi. Donc notamment, il y a une scène où les deux machines se relèvent et puis elles ne tiennent plus compte de ce qui se passe en bas, elles se mettent à se regarder, puis elles se jettent de la fumée entre elles. On a presque l'impression qu'elles s'affranchissent de ce qui se passe sur scène, alors qu'en fait, la musique accompagne ce mouvement, mais elles font leur jeu toutes seules. Elles deviennent autonomes, elles ont arrêté de s'occuper des musiciens. On a plein de moments comme ça dans le concert et on cherche comme ça des petites touches un petit peu magiques. On cherche à élargir l'espace, en fait, l'espace scénique. Duo rock explosif aux sonorités puissantes et enivrantes, Kokomo a rodé son jeu de scène avec plus de 250 concerts à travers le monde. De Nantes à Tokyo, Melbourne ou Pyeongchang, Warren et Kevin se rappellent au bon souvenir de ceux qui croyaient le rock moribond. Rien n'est calculé non plus, on n'a pas bossé de choré. Un passage d'un morceau va faire en sorte que Warren saute, un passage d'un morceau va faire que je me lève, je lui jette ma baguette, il vient vers moi, il se colle le dos contre moi, enfin c'est vraiment pas les trucs... C'est venu un peu tout seul, surtout de la période bar en fait, où on n'avait pas forcément 36 morceaux à jouer et il fallait jouer des sets de 2 heures, donc il y a eu des longues phases trans où il a fallu un petit peu sortir de nos corps et explorer d'autres choses et finalement on a peut-être voulu garder ça aussi sur les grosses scènes. C'est pas calculé, quoi. C'est vraiment un truc... Warren, s'il a envie de sauter un moment, il saute. Il sait qu'à chaque fois qu'on commence à faire les balances, machin, et je sais que Warren, moi je regarde comment il foutu la batterie, comment tous les câbles, machin. Warren il fait ça, mais en même temps il regarde, bon, où est-ce que je vais pouvoir sauter ce soir? Est-ce que je vais pouvoir aller faire chier le mec qui est là-bas? Est-ce que le mec de sécu va pas me faire chier? Enfin, tu vois, il y a tout un truc de... Mais c'est vraiment que de l'impro, quoi. C'est hyper souple. Par là? Warren et moi, on est très énergiques. Warren va du blues, moi j'ai un peu d'électro, hip-hop, machin, et on s'est remis à faire du rock tous les deux. Warren chante une voix particulière, assez dans les aigus, donc faut envoyer un peu le pâté. Il y a un truc, ouais, d'énergie, forcément obligé, quoi. Après que 10 000 personnes ou 10 personnes, il enlève quand même son t-shirt. Et on fait les fous pareil. J'ai une batterie un peu particulière, donc ouais, on se rentre dedans un peu, je tourne autour de ma batterie. Voilà, c'est aussi pour garder le côté frais entre nous, qu'on se met en danger, qu'on se pousse un peu au cul tous les deux. C'est comme la zik qu'on fait, en fait. On s'est pas dit, tiens, on va faire du 70s avec du moderne parce que c'est le moment de... Non, c'est naturel. Pour le moment, en tout cas, c'est naturel. Là, on est dans les loges de Philippe Catherine, mais... gros génie, quoi. Le mec avec des lapins et des fleurs, il arrive à tenir un public, une foule de 10 000 personnes, mais le gars, il a tout compris. Le jour où on fera peut-être 2 heures de show, il faudra tenir la scène pendant 2 heures à deux. Là, on réfléchira à 2 fois pour faire des choses. Kokomo, Elmer Footbeat, première. Brigitte, oh yeah.
moi c'était super, tu vois, il y avait des prénoms, des textes dégueulasses. J'écoutais ça en cachette de mes parents d'ailleurs. Et puis c'est devenu une référence nantaise quand même. Puis dans le show. Dans le show, ouais, c'est ça, avec Manou à poil, avec son caleçon qui déchire les poils, il a sa casquette et le footbeat. Et ouais, ils ont une folie. C'était cool, quoi. Nous, dans la musique de Kokomo, on met toujours des petits arpégiateurs par-ci, des nappes par-là. C'est plus des nappes d'aujourd'hui, mais qui ont peut-être servi dans les années 80 avec les vieux claviers, etc. Mais quand tu es né à Nantes, je pense que tu es obligé de passer par le rock et par le milieu rock en tout cas. La preuve, c'est assez riche, quoi. Créées par François de Larosière et son complice Pierre Auréfis, les Machines de Lille sont installées sur le site des anciens chantiers navals de Nantes. Cet espace d'exposition et d'animation est un point de rencontre entre culture et urbanisme. Inauguré en 2007, l'éléphant en est le symbole. Haut de 12 mètres, ce géant peut transporter 52 passagers jusqu'au carrousel des mondes marins, un manège de machines à manipuler. Ces installations touristiques, loin d'être des parcs d'attractions, s'offrent comme un spectacle au quotidien. En 2022, le projet de l'Arbre aux Hérons donnera une autre dimension aux Machines de Lille. Arbre d'acier de 30 mètres, surmonté de 2 hérons, ses branches accueilleront d'étonnants jardins. Les Machines de Lille, situées à la croisée des mondes inventés de Jules Verne, de l'univers mécanique de Léonard de Vinci et de l'histoire industrielle de Nantes, attirent plus de 210 000 visiteurs chaque année. Notre visite se poursuit par la Galerie des Machines et une pièce particulière. François de Larosière, on est dans une serre tropicale. Oui, c'est un espace qui sera dans l'Arbre aux Hérons, installé dans une branche recouverte de verre, qui devient une serre qui pourra accueillir comme ça des espèces qui viennent des tropiques et qui ne peuvent pousser que sous certaines conditions. Donc là, depuis maintenant presque 10 ans, ces végétaux sont dans les conditions dans lesquelles ils se retrouveront dans l'arbre et se développent. Et dans cette serre, des animaux absolument étranges, mais qui existent dans la nature, comme cette membracide. Voilà, ce membracide de voyage est inspiré d'insectes qui ont 40 millions d'années d'existence sans avoir vraiment changé de forme et qu'on a découvert récemment dans la canopée grâce notamment au rhabdocine de Francis Allais. Vous pouvez nous emmener dans la canopée ? Oui, alors ce sont des passeurs de branches, c'est-à-dire qu'on arrive dans une branche, on se retrouve face à un membracide, on monte sur son membracide de voyage. Ouais. Je vais monter sur la protection des ailes, voilà. On s'installe confortablement sur la machine. Et puis voilà, on la chevauche et à ce moment-là, on enclenche les moteurs, on va faire bouger les ailes et avancer pour passer d'une branche à l'autre. On passera d'une serre tropicale à une autre serre ? Non, il y aura une seule série de branches qui seront recouvertes de verre pour accueillir des végétaux toutes d'origine tropicale. Mais avant tout, c'est une architecture d'acier monumentale. L'arbre fera 50 mètres de diamètre, 35 mètres de haut. On aura un escalier qui s'enroule à l'intérieur, des escaliers à l'extérieur qui permettent d'accéder à des plateformes. À la cime de l'arbre, 2 hérons géants de 15 mètres d'envergure qui transporteront chacun 20 personnes pour faire un vol à 45 mètres de haut. Et puis dans l'arbre, un bestiaire qui vit là, un paresseux, une chenille arpenteuse, des membracides de voyage et bien d'autres animaux, des pivers, des grenouilles, des oiseaux qui vont faire leurs parades amoureuses manipulés par le public et des végétaux répartis dans toutes les branches. Un immense jardin en fait, mais un jardin suspendu. Ça c'est pour 2022 ? C'est pour entre 2022 et 2024, avec un bar-terrasse à 17 mètres de hauteur et puis aussi un bar-terrasse au sol, puisque l'arbre sera sur une butte au cœur d'un jardin extraordinaire. La notion de bestiaire, elle est très importante dans votre création. Je m'inspire vraiment du vivant pour fabriquer de l'émotion avec des machines. Le fait de mettre en mouvement des animaux et de les transformer en animaux-machines, c'est-à-dire que voilà, il y a des carters, des ailes qui sont mécaniques, des manettes pour faire bouger les pattes, un éclairage, des rétroviseurs. C'est des engins de voyage en fait. Donc, en s'inspirant de la nature, on arrive à créer des objets qui ne sont pas une mauvaise imitation de la nature, mais on crée un autre ordre, l'ordre
on va dire, de la biologie mécanique ou des machines vivantes. L'imaginaire dans le monde dans lequel on vit, c'est indispensable. Ben, s'il n'y a pas d'imaginaire, c'est un peu comme s'il n'y a pas de mouvement, quoi. Tout s'arrête, en fait, tout meurt. La société s'éteint, on n'est plus créatif, on n'est plus inventif, on oublie notre humanité, puisque c'est quand même l'art et la culture qui donne à l'homme, en fait, ce qu'il est. S'il est simplement marchand, guerrier, ou si ce qu'il fait est essentiellement fonctionnel, la vie perd de son sens, en fait. Stars de l'humour ou artistes en devenir, ils viennent au café-théâtre pour présenter ou rôder leur spectacle. Il y a 21 ans que la petite compagnie nantaise ouvre ses portes à toutes les formes d'humour. Comédie, one-man show, stand-up, chansons. Sous le regard protecteur de sa fondatrice Mathilde Moreau, le café-théâtre a permis l'éclosion de nombreux talents, comme Morgane Delamarre. Oh, extraordinaire! Que je te raconte. L'autre soir, je suis allée dans un bar en after work pour une petite soirée œnologie. Oui, parce que j'aime l'alcool. Ce que j'aime chez Morgane, c'est qu'elle est hyper naturelle et généreuse et elle prend des risques. Elle teste des choses. Et moi, elle me fait des mimiques que j'ai pas vues en fait ailleurs. Elle n'a pas changé depuis toutes ces années, c'est incroyable. Elle est toujours aussi grosse. Oh non, vraiment, ça m'a fait plaisir. Hein. J'avais pas envie de faire un truc que drôle, je voulais de l'émotion. Je voulais que les gens, pas forcément réfléchissent, parce que je veux pas quelque chose de jugeant dans ce que je dis, mais je voulais peut-être que les gens fassent comme « Ah ouais, c'est vrai, je fais partie des gens qui disent ça. Merde. » Non, je vous assure, ils font vraiment ça hein, dans les clips de rap. J'ai beaucoup travaillé, je me suis renseignée. Oh, je suis contente, ça a l'air de bien marcher. Hein. Bouillon! De monter sur scène, déjà, c'est hyper... C'est un sacré travail. Donc, toi, t'as juste envie de t'es chargée d'amour, t'es hyper généreuse, tu dis, voilà, je vous emmerde, moi, je monte sur scène, j'envoie, je vais raconter ma vie et je vais vous faire réfléchir 2 minutes. Et ça, c'est génial et c'est du bonheur, c'est cadeau, quoi. Quand un artiste a démarré ici et qu'il n'a pas oublié qu'il avait démarré ici, qu'on avait pris les risques ensemble, qu'on lui avait fait confiance, qu'on a été là, finalement, pour le démarrage, bah, après, il a envie de revenir. Alors après, on ouvre les ventes, hop, on ferme, en 2 secondes. Je crois que le record, c'est Jamel Debbouze, hein, il me semble, c'est 47 secondes. 800 places. Enfin, moi, très clairement, j'adore. Je pense oui, il y a des petits passages qu'il faut qu'on retravaille, qu'on coupe, et puis qu'on gonfle, qu'on booste, qu'on punch. Blanche Gardin, il y a 5 ans, elle vient créer un nouveau spectacle. Elle a une dizaine de personnes dans la salle, très clairement. Et on s'est dit, c'est qui cette petite nana avec les épaules rentrées? Puis aujourd'hui, la petite bonne femme, c'est devenu une grande, grande femme. Et puis Kev Adams, 8 personnes, pareil. Son papa qui est dans la salle. Kev, il avait 16 ans et demi. C'est Anne Romanoff, à l'époque, qui m'avait dit j'ai un petit jeune qui fait ma première partie à Bobino, ça serait super que tu... Enfin, j'aimerais bien qu'il vienne créer chez toi. On remplit pas la salle, hein. C'est-à-dire qu'on prend vraiment le risque de se dire, bon, bah voilà. Puis aujourd'hui, bah, il oublie pas, en fait. Enfin, le lieu, moi, je l'ai vu naître, donc j'ai toujours un peu cette émotion de voir le monde, déjà, qui fréquente cette salle. Et puis, pour moi, c'est un privilège de me dire, putain, j'ai grandi ici, et je peux encore m'affirmer ici. Et ça, c'est priceless. Je pense qu'on est tous là, tous des créateurs. Tous les gens qui existent, les enfants, tout le monde, on a tous du talent. C'est juste qu'on ne sait pas comment aller le chercher. Et je pense que la création, c'est vraiment aller chercher au fond de soi et se dire, tiens, j'ai envie de dire ça, eh ben, je vais le mettre sur le papier, ou je vais le mettre sur scène, ou je vais le mettre dans la peinture, ou je vais le mettre en musique. Et puis, c'est un lieu, effectivement, où on vient pour apprendre, parce qu'il y a une école. Enfin, c'est vraiment... on vient pour apprendre, on vient pour s'amuser, on vient pour partager. Et puis, les gens, ils viennent pour se marrer. Hein. Le public vient vraiment pour lâcher prise, quoi. Dédicace à tous ceux qui sont enfermés, tous ceux qui ont perdu le fil. Mais pour tricoter, faut s'accrocher, c'est sûr, ce sera pas toujours facile. T'inquiète, on va commencer par monter les mailles. Reste tranquille, petit blousaille. Pas besoin d'être un vieux fossile. On va commencer avec les points les plus faciles. Ha! Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Dans le monde des aiguilles, j'impose ma loi. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je tricote bien mieux que ta grand-mère. Pourquoi je dis ça? Parce que le tricot c'est cool. Pourquoi je dis ça? Parce que le tricot c'est cool.
Personne n'a jamais fait ça, il fallait y penser. Ça, je trouve ça génial, j'adore. Est-ce que le rap, c'est une bonne pub pour le tricot? Mais grave! Bra! Vas-y, bolos, là. T'as quelque chose contre le rap? Les gens, ils viennent pour se marrer et en général, ils ont bien choisi leur spectacle. Et on est là pour les conseiller. Longue masse, ça veut dire cheval, dragon, c'est pas son nom. D'ailleurs, vous donnez jamais de nom à vos œuvres, pourquoi? Ce que j'aime bien, c'est que les machines est une forme de neutralité qui permettent aux enfants, aux familles de s'approprier en fait l'objet. C'est le grand éléphant, mais on peut l'appeler ce qu'on veut si on veut, mais chacun trouve son nom, quoi. Je préfère ça plutôt que donner un petit nom aux choses, quoi. On n'a pas besoin de rentrer, c'est des géants, ça appartient à tout le monde en fait. Voilà. Est-ce que vous êtes né dans une famille d'artistes? Alors oui, mais ma mère était polyinstrumentiste, elle jouait d'une quinzaine d'instruments et puis elle dessinait aussi. J'ai une grand-mère qui était peintre et qui faisait aussi de la tapisserie et beaucoup de parents proches éloignés qui sont architectes ou peintres. Mais j'ai été sûrement énormément influencé par mon père sur l'acte de construire, qui travaillait en pierre sèche, qui recouvrait jamais un bois de peinture, qui utilisait les matériaux pour ce qu'ils étaient et qui savait travailler aussi bien le cuir que le cuivre, que l'acier, que le bois, qui construisait des maisons tout seul. J'ai grandi dans ce monde de forger la matière en permanence avec des défis, puisqu'il construisait seul. Donc il relevait des poutres de 500 kilos tout seul pour les poser sur le toit. Il se débrouillait, quoi. À l'origine de la création, il y a le dessin. Oui, ça c'est très important, le dessin. Le dessin, votre passion pour le dessin, elle remonte à quand? Est-ce que vous avez voulu vous inspirer d'un artiste en particulier? J'ai pour inspiration la vie réelle et la nature. C'est vraiment ma première source d'inspiration. Je ne dis pas que je ne suis pas inspiré par un film, une musique que j'entends, ou j'ouvre un bouquin de Léonard de Vinci, ou des vieilles gravures de l'encyclopédie Diderot. Quand j'ouvre Internet, par exemple, c'est de l'inspiration, évidemment, à chaque fois mais je ne m'inspire pas directement d'auteurs ou d'autres artistes pour dessiner. Je dessine à ma manière et mes dessins sont aussi des plans qui contiennent un tas d'indications. C'est une façon de raconter des histoires, en fait, les dessins. Vous travaillez sur le mouvement. Est-ce qu'en la matière, vous avez des maîtres à penser? Sur la question du mouvement et la question du temps, je dois cette réflexion ou cette sensibilité à Sung Gi Kim, qui est une artiste coréenne, qui s'intéresse vraiment à la notion de temps en utilisant le taoïsme à travers... où l'acte était plus important que le résultat, en fait. Et cette notion de temps, ça m'intéresse énormément, parce que le temps et le mouvement sont extrêmement liés tout le temps. Voilà. Et comme j'utilise le mouvement comme source de vie, source d'expression, comme langage... Qu'est-ce qu'il y a dans votre musée personnel, dans votre panthéon personnel? Des crânes d'animaux, pas mal de bouquins sur le monde animal, le monde végétal. Tous les dessins que j'ai faits, j'y tiens énormément. J'ai peut-être 2000 planches comme ça qui sont proprement stockées, toutes scannées, répertoriées. Des disques aussi. La musique, ça a beaucoup d'importance. Oui, toute la musique produite depuis 25 ans, Mino Malan, Dominique Malan, qui compose pour nous des musiques. Et puis mes enfants, toute ma famille qui sont là et qui accompagnent mon quotidien et qui me nourrissent énormément chaque jour. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous demande ce que vous êtes réellement, scénographe, chef d'orchestre, artiste. C'est pas que j'aime pas définir ce que je suis, c'est que je pense que tout un chacun est plusieurs choses à la fois et que notre société a tendance à mettre une étiquette sur les gens et les faire travailler dans ce qu'ils savent faire, donc leur donner une activité unique. Ben, finalement, on va s'ennuyer, on va s'endormir, on va s'emmerder. Et la vie et le travail vont devenir complètement dissociés. On va aller travailler, puis après vivre. Moi, je pense que c'est pas ça la vraie vie. Le travail est un acte épanouissant de partage avec les autres, comme la vie en famille. Et c'est le propre de tous les artistes d'ailleurs. On ne fait plus la différence en fait à quelque chose. Mais je crois que philosophiquement, ça change complètement le rapport qu'on a à la vie, au plaisir d'être vivant et de travailler la matière. Bon, Jacques, directeur de l'espace vert de la ville de Nantes, poète de l'espace public. J'aimerais savoir comment une cascade est arrivée dans la carrière Misery qui accueillera demain l'Arbre Héron. Comment cette idée est venue et puis surtout comment elle s'est formalisée. Attention, moteur. Je pense que l'idée, elle remonte peut-être d'ailleurs à une rencontre qu'on a pu avoir à un certain moment, il y a plusieurs années, où cette partie rocheuse de la ville, peut-être pas exactement à ce point-là, mais nous animait en pensant que faire tomber de l'eau d'une forte hauteur pouvait avoir un effet absolument incroyable.
On a un site incroyable pour le faire. Et comment, du coup, tu as enraciné l'idée de faire une cascade? Ah bah écoute, c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'il fallait faire un jardin extraordinaire et dans les éléments d'un jardin extraordinaire, la présence de l'eau et de l'eau qui bouge et de l'eau qui jaillit, c'était presque une évidence et il n'y a pas eu une seule objection par rapport à ce projet. Et j'ai le souvenir d'une visite qui a été déterminante. Une visite où on a tous été bluffés. Ah oui, effectivement, la première fois qu'on a invité un groupe de personnes à découvrir ce jardin et cet endroit, l'eau commençait déjà à sourdre et tout le monde a pensé qu'effectivement l'eau venait spontanément, naturellement du haut, alors même que c'était finalement simplement un tuyau d'arrosage qui avait été laissé libre pendant quelques temps et qui a donné tout de suite envie aux gens de voir des gouttes étinceler plus nombreuses. Coupé. Que ce soit pour son journal Libération, le voyage à Nantes ou pour une expo sur les riverains de la Loire, le photographe nantais Franck Thoms a toujours besoin de dialogue. Celui qu'il noue avec son sujet impose la valeur du cadre et l'histoire qu'il n'a plus qu'à révéler. Pour Artothèque, il dévoile quelques trucs de fabrication pour atteindre le cliché espéré. Tu peux pas juste faire de la beauté du paysage, même si ça reste beau, c'est vite insuffisant comme approche. Donc il faut trouver des petits plus. Et ce territoire de la Loire, et pour ça, est passionnant, parce qu'on passe d'un paysage naturel, agricole, à un paysage industriel. Donc on a quand même un maillage qui est vachement intéressant. Donc je te redis le projet. On fait un récit de voyage. Ouais. Le récit de voyage, c'est une déambulation sur la Loire, on a fait tout ça à pied. Et de donner nos impressions de voyage. Tu vois, lui en tant qu'écrivain, moi en tant que photographe. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Solène? Dans la compagnie, je suis depuis 17 ans, 10 ans matelot et 7 ans capitaine. Voilà. Si tout se passe bien, je vais pouvoir imprimer avec les bonnes couleurs. Voilà, notre ami František, il est là. J'ai voulu faire ressortir un peu le ciel, donc j'ai appliqué un filtre sur le ciel en enlevant en fait le visage de František pour pas qu'il soit concerné par ce réglage-là. Et je cherche à redonner en fait de la matière dans les nuages. J'ai rééquilibré droite-gauche par exemple, sinon c'était trop présent ici pour ramener de l'attention en fait sur František. Les images ne sont pas une illustration du texte et vice-versa. C'est vraiment plus un champ qui va s'ouvrir. Ce qui va être drôle, c'est à un moment donné, effectivement, de mettre tout ça ensemble, quoi. Il y a des images là qui sont évoquées, mais différemment. Dans le texte, il y a des lumières, des débordements de Loire, des brumes que je décris. Ça va bien se compléter, bien coller ensemble. Et puis, ces 3 ans de boulot là qui se concrétisent, hein. Ça fait un peu la dernière ligne droite qui va se profiler là. Ouais. Avec Bouclard, Nantes a désormais sa revue littéraire. 3 copains passionnés de lecture et de livres se lancent un défi, créer une maison et une revue littéraire. Bouclard est semestriel, compte 64 pages et veut explorer les marges. Pour l'écrire, les auteurs s'inspirent du journalisme gonzo avec une approche libre et subjective. Dans Bouclard, on ne parle pas de l'actualité d'un livre, on raconte l'histoire du livre. Rien alors de plus naturel que de rencontrer une autrice, Émilie Houssa, et le créateur de la revue, dans l'imprimerie où elle a vu le jour. Tout le monde nous dit, bah non, la lecture, c'est plus personne lit. Pourquoi vous faites ça aujourd'hui? Bah justement parce que c'est un pari, que ça nous fait marrer, et qu'on fait ça, par contre, sérieusement. Voilà, on réfléchit au design, on fait travailler un illustrateur sur la couverture. On est 3, Thierry, Clément et moi. Thierry a dessiné la police de caractère, c'est la nôtre, c'est la Bouclard. Et puis à ce moment-là, quand on arrive ici chez l'imprimeur, bah, ça donne naissance. Avant, on ne peut pas savoir à quoi ça va ressembler. Si on veut juste de la lecture et avoir un texte posé sur un support quelconque, on a juste à aller sur Internet. C'est extrêmement rapide, on a l'information immédiate. Avec ce type de projet-là, il se passe quelque chose de sensuel. C'est-à-dire qu'il y a un choix de papier, il y a un format, il y a un graphisme à respecter. Avant de commencer à imprimer, moi je sais comment ça va réagir en fait sur le papier et pour pouvoir avoir le meilleur rendu possible et un format qui soit étudié pour qu'il n'y ait pas de gâche.
En fait, dans l'imprimerie, tu dis que le papier, il a une main. Donc généralement, on prend une feuille comme ça, on la touche, on voit l'attitude qu'elle a. Est-ce que le papier, il est cassant? Est-ce qu'il est, souple? Et pour la couverture, bah, tu as un truc qui est un peu plus cassant. Moi, ce que j'aime, tu vois, c'est ce genre de titre. La vie que la lecture fait, à la fin, la Terre est plate. Espèce de truc où tu dis, mais de quoi il va être question dans l'article? Et il est fait un peu comme ça, c'est un peu comme une madeleine. Tu dis, attends, quel goût elle va avoir? Je déballe le paquet. Je sais à peu près, bah voilà, j'ai une petite thématique. Et puis elle est carrément, ce qu'on appelle, nous, on appelle ça des titres bouclards. Bouclard, il y a ce côté-là, un peu décalé, un peu rigolo. On fait des choses sérieuses, mais sans se prendre au sérieux. Ce qui m'intéresse, c'est la vie des hommes qui ont échoué. Car c'est le signe qu'ils ont essayé de se surpasser. C'est un type d'écriture, un type de personnage qui va plaire à une petite niche de personnes. Et nous, c'est ce qu'on aime, aller enquêter sur des gens un peu bizarres. On veut avoir des articles longs. Et on ne peut pas produire des articles longs en étant dans l'instantanéité, dans un quotidien ou dans un hebdomadaire, même dans un mensuel. Il faut que les gens aient le temps d'aller investiguer. La collaboration avec Bouclard s'est faite sous un mode un petit peu décalé. Ils m'ont demandé d'être gonzo. J'enquête sur, non pas Proust, mais la façon de lire Proust et les Proustiens et leur vie. C'était l'idée aussi d'aborder une montagne littéraire avec le petit bout de la lorgnette et pas en partant de cette idée que c'était un sommet infranchissable. Donc quand on l'avait franchi, qu'est-ce qui se passait? Et c'est bien souvent là que commence le problème. Et tous ces gens que j'ai rencontrés, ce qui les lie, c'est ça. Ils ont lu Proust et ils ne s'en sont jamais remis. Mais nous sommes des humains remplis de sens. C'est un tout. L'intellect va aussi avec notre corps. Ça je te raconte, tu sais ce qui nous fait rire avec Bouclard? On se dit, si dans 20 ans, toutes les théories de collapsologie sur la fin du monde et tout ça, tu te retrouves où il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de possibilité d'avoir de l'électricité facilement, bah, qu'est-ce qui restera? Tu vois, ce genre d'objet sur le fait de sortir, de pouvoir t'évader, par exemple dans ton petit bunker, je sais pas, sur la côte, parce qu'il ne restera plus que ça pour se planquer, bah, tes livres tangibles, tes livres physiques, tu les auras, tu pourras les prendre, tu pourras lire. On est un peu dans un truc un peu à la Fahrenheit où les gens se passent le savoir, on saura quand on les livre. Tu l'offres, c'est voilà ton Bouclard. Si je veux devenir scénographe, il faut d'abord et avant tout que j'achète ces outils-là. Au moins, c'est qu'une petite partie de la panoplie qu'il faut pour être scénographe. Il faudra avoir de quoi travailler la matière, il faudra connaître en fait comment l'assembler, comment la façonner, pour pouvoir ensuite imaginer pour un metteur en scène ou pour un projet quelconque un décor, un objet, une machinerie. Et si on ne sait pas vous êtes sérieux en fait. Je suis complètement sérieux. Si je ne sais pas maîtriser simplement les choses les plus simples, je ne serais pas capable d'expliquer à un atelier entier comment construire. D'accord. Ce qu'on va faire, on va juste pointer ce petit fer plat en vue du perçage. Donc le poinçon, c'est ça? Alors ça, c'est le pointeau. C'est le pointeau. Voilà, c'est le pointeau. Et ça, c'est? Ça, c'est le pointeur. La pointe à tracer. La pointe à tracer. Qui permet, comme un crayon, de graver dans l'acier pour marquer l'endroit où on va percer. Ça, le réglé? Un réglé, bravo. Ça, c'est une pince, j'ai affaire à un professionnel. Merci. Une pince, monseigneur. C'est une pince étau. Ici, marteau, un petit marteau, et ici, un autre marteau. Celui-ci, équerre. Ouais, l'équerre à chapeau. Un chapeau. Et puis là, un mètre ruban. Qu'est-ce que je fais? Alors, on va commencer par, avec le mètre ruban, repérer le centre. Donc là, il faut que je repère le centre. Voilà. En métallerie, on fait un petit V comme ça. Et c'est ce point-là qu'on marque. À 10 mm, on va refaire un petit tracé. Pile au centre. C'est bon là? Non, c'est pas grave. En fait, on est un petit peu décalé, mais un petit trait droit pour être sûr. J'ai du mal à croire qu'on fasse faire ça à des étudiants, mais je me dis que finalement... c'est la base. Si on ne sait pas percer un morceau de ferraille, on ne saura pas créer une articulation ou assembler de la matière. Ensuite, on va bloquer la pièce avec la pincetto pour être vraiment... Voilà. Et là, on positionne le pointeau pile à l'axe. Et là, on tape un grand coup. Un peu plus grand. Voilà. Et on va pouvoir ensuite emmener cette pièce à la perceuse à colonne. Et avec une mèche, la mèche va se positionner exactement à l'endroit où ça a été pointé. Et le trou sera positionné rigoureusement là où on voulait qu'il soit. Et si j'en fais des dizaines et des dizaines et des dizaines, j'arrive à un éléphant. Tout à fait. Génial. Et après, il faut les assembler de façon un peu différente. Voilà. Moi, je trouve ça super. Merci, François. Le groove nanto-ivoirien existe. Il porte le nom du groupe Djoussou.
Né de la rencontre entre l'Africaine Evelyne Mambo et les ex d'Orange Blossom, Mathias Wagenez et Antoine Passé, Djoussou distille sans modération un rythme afro-sweet haut en couleur. Djoussou, en langue malinké, ça veut dire cœur, et ça s'entend. C'est assez peu connu que vous naviguiez sur la Loire. Oui, peu de gens le savent. Et des fois, je viens au travail en bateau, avec un petit bateau rapide. C'est aussi rapide qu'en moto, en fait. Étant né à Marseille, j'ai un rapport à l'eau et à la mer c'est important dans ma vie. Et j'ai eu l'occasion de naviguer en Loire il y a 10, 15, 20 ans. Et je me suis dit, un jour, j'habiterais bien au bord de la Loire. Et on a une maison pas très loin de la Loire, à 50 mètres. Et c'est votre bateau? Et ça, c'est mon bateau. Enfin, nous sommes deux propriétaires avec Pierre et fils. On en partage l'usage et des fois, on part ensemble pour trouver de nouvelles idées ou se ressourcer un peu, voilà. Dites-moi, les œuvres, elles voyagent comme le dragon de Calais? C'est bien cet estuaire qu'il a emprunté pour aller rejoindre le bateau avant de partir vers le nord? Là, c'est la première fois qu'on emmène notre dragon par la route sur un quai de chargement à Nantes et il est directement chargé dans un bateau pour arriver à Calais par bateau. Alors c'est assez marrant parce que finalement on construit des machines là où on construisait des bateaux et on les transporte par bateau jusqu'au lieu de spectacle. Je trouve que c'est une belle aventure et qui révèle bien ce qui est en train de devenir Nantes en fait. Alors les machines à Calais, les machines à Toulouse, les machines à Nantes, la vraie capitale des machines, elle est où? Je crois qu'il n'y a pas de spéciale capitale, il y a des lieux, il y a un bestiaire qui est en train de prendre place dans différentes villes en France et dans le monde. Et ça pourra faire des petits parcours. Le Héron, c'est aussi un hommage au fleuve royal. Ben, effectivement, parce que si j'ai dessiné l'arbre Héron, si on a décidé de le réaliser avec Pierre, c'est parce que quand je venais dans les années 90 à Nantes, je dormais dans une péniche. Et je me réveillais le matin et je voyais les hérons pêcher et les hérons étaient en voie de disparition. Et pour moi, c'était extraordinaire, ces échassiers majestueux vivre sur la Loire. Et tout de suite, lorsqu'il a fallu mettre des oiseaux sur un arbre, j'ai pensé à des hérons, quoi. Ça a été une évidence. Pour moi, les hérons, c'est Nantes. Voilà. Est-ce qu'on se connaît suffisamment pour se tutoyer? Mais bien sûr, avec plaisir. Je n'osais pas te le demander, en fait. Alors si tu devais m'amener dans un endroit pour poursuivre cet échange, un endroit qui t'est cher, que tu aurais envie de partager, ce serait lequel? Il y a un endroit absolument magique, il y a des lieux magiques qui ne sont pas du tout loin d'ici et de chez moi. Une Loire qui est peu connue, en allant vers Angers, avec des plages incroyables, des bras morts qui ressemblent un peu à l'Amazonie. Et à ce moment-là, je t'inviterai chez moi, je t'inviterai à monter dans le bateau et à faire une petite excursion dans l'après-midi avec un petit barbecue sur une petite plage, un bain en Loire. Et tu verrais, c'est un pur bonheur. J'adore le fleuve, j'adore naviguer, donc je valide et j'accepte. Parfait, on fera ça. Merci François, merci pour tout. Merci à toi, avec plaisir.
I